au chocolat de Côte d'Ivoire. Le café cacao de Côte d'Ivoire, la force des champions. Allez, bonjour à tous et merci de nous retrouver pour votre matinale d'information, de réflexion. Et on parle aussi d'environnement et donc on ne va pas déroger à ce principe. On aura toutes ces rubriques pour vous permettre d'être au cœur de l'actualité concernant ces sujets. Et vous le savez, tous les mardis aussi, on démarre dans un marché où Cécile Luemet et Touré Ndaïri promènent leurs caméras pour nous permettre de découvrir tout ce qui concerne l'univers de ces endroits qui nous permettent de nous restaurer et surtout de bien vivre chaque jour. Et donc, ce matin, on part dans certains marchés où, généralement, les commerçants ne viennent pas très tôt. Et Cécile Luemet nous explique tout ceci dans cet élément qu'on vous propose maintenant. Bienvenue à Matin Bonheur. Dans plusieurs communes d'Abidjan, les marchés sont censés ouvrir tôt pour faciliter la vie des populations. Mais sur le terrain, la réalité est souvent tout autre. Bien que quelques commerçants aient déjà ouvert leurs boutiques, pour la plupart, les magasins restent fermés. Bonjour. Oui, bonjour madame. Comment vous allez? Je vais bien par la grâce. Et vous, ça va? Ça va très bien. Alors vous êtes client? Oui, je suis marchand. Je suis commerçant dans le grand marché. Moi, j'habite à Yopougon et puis je passe par le bateau. Et quand vous arrivez, vous trouvez des clients qui vous attendent déjà ou comment ça se passe? Oui, bon, puisque moi, je suis dans le domaine d'objets d'art. Voilà, souvent, je peux trouver des clients. Je suis curieuse de savoir, d'aller découvrir vos objets d'art. Okay. Est-ce qu'il y a l'affluence ici? Oui, il y a l'affluence, mais comme je vous ai dit, c'est par moment, quoi. Ah, c'est ici? Oui, c'est ici. Ah, d'accord. Oui. Ok. Je vais ouvrir. Oui, je vais vous aider. Hein. On enlève le sachet bleu. Voilà. Là. Et... Oui. Donc, comme je vous ai dit, après, je commence à les installer. Ah, ouais. C'est une petite galerie en quelque sorte. Ah, ouais. On a les objets d'art de la Côte d'Ivoire. On a de la sous-région. On a pratiquement des objets de toute l'Afrique. Ce masque, par exemple. Donc l'Afrique est représentée ici? Oui, l'Afrique est représentée ici. Vous voyez? Ce masque, par exemple? C'était un masque franc qui vient du Gabon. Ça vient du Gabon. Ça, c'est une statue baoulée. Et vos clients sont les jeunes ou les personnes adultes? Nos clients, c'est les expatriés, les touristes, les Blancs, qui sont nos premiers clients. Mais depuis un certain temps, les Africains aussi commencent à valoriser la culture. valoriser leur culture, à s'intéresser à l'art. Donc, ce qui fait qu'on a aussi quelques clients africains. Jeunes ou adultes? Non, généralement, c'est adultes. C'est des personnes lourdes. Hier, par exemple, bon, je ne veux pas dire le nom de la personne. Et ça, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est un peigne. Mais qui vient du Ghana. Vous voyez? Ça, c'est un peigne à Chantilly. Il a pris, c'était 2, il a pris 1 avec moi. À 7 heures, le marché est déjà ouvert. Tous les commerçants ont droit de pénétrer dans le marché. Mais avant 7 heures, c'est fermé. Si ça ouvre avant ça et que les marchands ne sont pas là, ils peuvent avoir vous voyez? Par exemple, ici, ça ne se ferme pas. Pratiquement, il n'y a pas une porte. Quelqu'un peut... Vous avez juste mis... Ouais. Voilà, donc, par mesure de sécurité, c'est pourquoi ça ouvre à 7 heures. Mais même quand vous n'êtes pas là, il y a de la sécurité parce que... Oui, même puisque déjà dans le marché, il y a des vigiles. Oui. Il y a les agents de sécurité du marché qui sont là. Et il y a aussi des
le poste de police qui est aussi là. Donc, il y a la sécurité. Donc le grand marché. Je peux même dire que c'est l'un des marchés les plus sécurisés de Côte d'Ivoire. Wow. Vous comprenez? Voilà. Vous Ok. comprenez ce que je dis? Oui, tout à fait. C'est moderne, c'est sécurisé, c'est spacieux. Et puis, l'avantage aussi, c'est qu'on trouve tout dans ce marché. C'est-à-dire, par exemple, en haut, vous trouvez les objets d'art, vous trouvez par exemple les pains, les pains, les vêtements. Vous trouvez même aussi des produits, des fabricants de chaussures, des sacs, un peu partout. Par contre, en bas, c'est tout ce qui est vivrier, C'est ça. la nourriture. Vous voyez, en bas, il y a les vents. En bas, on se nourrit, en haut, on se vêtit, voilà. on décore nos décore, maisons. on décore aussi. Voilà. Vous voyez, non, c'est un peu ça. Donc, Voici les prix affichés au grand marché de Trècheville. La poudre de maïs à partir de 500 francs. La tomate à partir de 200 francs. Le poisson fumé Mérou à partir de 1000 francs. Le pied de salade à partir de 200 francs. Nous étions au grand marché de Trècheville. Entre contraintes logistiques et attentes des usagers, l'ouverture matinale du grand marché de Trècheville reste un enjeu important pour la population. Merci de nous avoir suivis. L'émission se poursuit avec Thierry Angeval et moi je vous dis au revoir. Voilà Thierry Angeval qui est absent aujourd'hui, hein, vous avez pu le constater, hein, que nous remplaçons et qui sera de retour dès demain, ne vous inquiétez pas. Allez, c'est Cécile Huemin qui nous proposait avec Touré Ndaïri une incursion au marché de Trècheville où elle a pu constater que certains commerçants ne se rendaient pas tôt à leur lieu de travail. Nous, on continue de dérouler le conducteur de ce jour avec grand plaisir pour vous permettre de bien démarrer votre journée. Et après cette incursion au marché de Trècheville, bien évidemment, on va dérouler le conducteur de notre émission avec la première articulation pour laquelle on va retrouver Karine Agora. Karine, viens en même temps. Et docteur Topé aussi, hein, deux dames aujourd'hui pour l'intégrale de la revue de presse. On va y aller en même temps. Hein. Okay. Voilà, okay. Docteur Topé n'aura pas l'occasion de s'asseoir dans le canapé blanc avec sa robe jaune et le canapé jaune aussi. On passe par le jingle et juste après, nos deux dames nous proposent l'intégrale de la revue de presse. Et c'est reparti avec la caravane Wozo Vacances Yoplait 2026. Chers petits camarades, la caravane Wozo Vacances Yoplait 2026 démarre sa grande tournée de présélection à travers la Côte d'Ivoire. Des étapes à l'intérieur du pays et à Abidjan. Daloa le dimanche 7 juin, Odiéné le mercredi 10 juin, Dimbokro le samedi 13 juin, Agnibilekro le mardi 16 juin, Agboville le vendredi 19 juin, Abidjan le lundi 22 juin. Venez nombreux faire la fête avec Tatayan et vivre l'aventure Wozo Vacances Yoplait 2026. Wozo Vacances Yoplait, c'est l'expression du talent à l'état pur. Il y a des images qu'on n'oublie jamais. Des groupes devenus iconiques. Des scènes intemporelles. Nous avons toujours été imités, mais jamais égalés. Les générations passent, mais une chose reste intacte. La passion du spectacle. Ces vacances, Variotoscope démarre ses présélections à Danané, samedi 20 juin, Odiéné, mercredi 24 juin, Bouaké, samedi 27 juin, Divo, mercredi 1er juillet, Agboville, vendredi 3 juillet. Et nous terminerons dans le district d'Abidjan à Marcory le dimanche 5 juillet. Alors, acteurs de spectacle, soyez prêts. Du lourd vous sera servi. Variotoscope, le spectacle commence avec vous. Mesdames et messieurs, bonjour. Heureuse de vous retrouver ce mardi pour l'intégrale de la revue de presse. Docteur Topé, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans votre maison. Merci. Alors, nous allons démarrer cette revue de presse par une très bonne nouvelle, docteur Topé. Le Premier ministre Robert Begré-Mombé a procédé à la livraison de l'ouvrage de protection du cordon sableux de Grand Laou.
C'était Je hier. pense que, Karine, merci vraiment pour l'information. C'est un ouf de soulagement pour la population du Grand Laos. Voilà, on se souvient des conséquences de l'érosion côtière, notamment sur le village du Grand Laos, de Lao Panda, coincé entre l'océan Atlantique, le fleuve Bandama et puis la lagune Taba, coincé. Et donc, je pense que c'est un ouvrage qui vient soulager la population du Grand Laos, protéger l'embouchure et puis protéger aussi les vies et puis protéger toute la société parce qu'on se souvient qu'il y a même les sépultures qui avaient été enlevées par les vagues, tout ça. Il fallait relocaliser tout le monde, même les corps des ancêtres. Donc je pense que c'était un problème sociologique que créait cette affaire-là, mais fort heureusement, donc on va dire merci. Et puis, je pense que même le Premier ministre l'a souligné, il demande aux populations d'être reconnaissantes parce que c'est un ouvrage majeur qui vient là améliorer leur vie. Il a fallu débourser près de 48 milliards pour réaliser ce gros œuvre-là. Donc, vraiment, merci. C'est un ouvrage majeur qui vient faciliter la vie de toutes les populations de Grand Laos. C'est un ouvrage important. Au-delà donc du volet social, il y a le volet environnemental aussi. Exactement, exactement. Comme je le disais là, protéger l'embouchure. Voilà, donc parce que le sable reculait, les villages reculaient, c'était vraiment difficile. Aussi les conséquences du réchauffement climatique, du barrage qui n'était pas loin. Donc il fallait faire quelque chose et je pense que ça a été fait. Ça a été fait. Donc les populations sont contentes. Docteur Topé, nous n'oublions pas le volet tourisme. Oui, bien sûr, tourisme, parce que c'est une zone très intéressante. Hein. On voit il y a une plage intéressante là, désormais. On peut y aller de façon sécurisée. Donc, je pense que c'est un clin d'œil qui a été lancé. Donc, à tous les Ivoiriens, nous sommes en vacances. Les enfants sont en train de finir aujourd'hui le bac, avec les oraux qui débutent aujourd'hui. Donc, ils sont en plein examen. Le bac, la semaine prochaine, les écrits. Donc, on peut y aller en famille. Le tourisme interne, il faut le développer. Ce sont les vacances. C'est ça, super. En tout cas, vous l'avez bien dit. On va passer à une autre très bonne nouvelle. Il s'agit donc du démarrage des travaux d'élargissement du bassin versant de Bégerville, qui a démarré aussi hier. Exactement. Depuis même dimanche, les engins étaient là au niveau du pont du carrefour CIE, comme on le dit, là, dans la zone, c'est un carrefour parce qu'il y a la CIE qui est juste là, avec ses installations à côté. Et donc, ça va sauver des vies. Parce qu'à chaque saison des pluies, Karine, des vies sont emportées là, à cet endroit. Là, à cet endroit. Et le député maire, il se souvient même, il avait pris une note, un arrêté, il avait procédé à la fermeture de cet endroit-là, de ce pont-là, parce que quand il pleut, impossible de passer. La route est coupée, l'eau envahit, l'eau déborde. Donc, l'eau déborde tout le pont. Et puis, le pont, on ne le voit même plus. Il est inaccessible. Mais il y a des automobilistes, malgré ce fait-là, qui foncent dans l'eau, qui viennent avec un courant très fort, qui fonce et qui finit par causer beaucoup de dégâts. Donc, la voie avait déjà été fermée. La semaine dernière, il y avait une forte pluie qui s'était abattue sur la ville sur la commune de Bégerville. Ça avait déjà été fermé. Et donc, ce sera fermé du 8 juin au 15 juin. Une bonne semaine pour accélérer les travaux. Et je pense que ça va soulager toutes les populations de Bégerville. Parce qu'il faut faire un tour, il faut tourner, il faut contourner toute la commune là, pour arriver là. Donc je pense que c'est à saluer. On va ouvrir une parenthèse pour demander aux automobilistes, comme vous l'avez dit, de faire attention cette saison de pluie. Exactement. Et puis, on le voit, cette autre bonne nouvelle, on va dire, bravo. Notre journée aujourd'hui. On voit Marie-Laure Ngoran. Marie-Laure Ngoran, présidente de l'UNJCI. Exactement, la première femme élue à la tête de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, Marie-Laure Ngoran, vous la connaissez très bien. Elle est de cette maison de la RTI, elle est présentatrice du journal télévisé et je pense qu'elle a fort à faire. Des défis quand même restent à relever, notamment la cohésion au sein de cette union-là. C'est une fêtière qui a connu beaucoup de difficultés. On a vu des dissidences, une crise interne au moment même de l'élection. On a vu que finalement l'adversaire de Marie-Laure avait été démis, il s'était retiré lui-même finalement. Il avait été contraint à se retirer. On a vu que de cette liste est sorti un adversaire, Stéphane Bailly, qu'il faut aussi saluer parce qu'il a quand même obtenu 161 voix, je pense, contre 244 pour Marie-Laure. Et donc bravo.
c'est une nouvelle page qui s'ouvre pour l'UNJCI, pardon, et je pense qu'elle aura à répondre, elle va adresser des réponses je pense aux problèmes de quoi? Du salaire, voilà, conditions de travail, voilà, de formation, parce qu'aujourd'hui, à l'aide du numérique, il y a c'est un nouvel environnement qui s'impose à la presse. Et même la presse numérique, aujourd'hui, est en difficulté. Voilà, on a lancé pour régler le problème de la presse traditionnelle, papier, mais aujourd'hui, même la presse numérique est en difficulté avec les algorithmes des réseaux sociaux qui sont puissants, qui sont très puissants, qui mettent la presse numérique en difficulté. Je pense qu'elle aura apporté des solutions. Donc, il faut l'accompagner et puis bravo à elle. Bravo. Et on attend de voir tout ce qu'elle va dérouler comme programme. Elle a un vaste programme, elle a parlé d'un hôpital pour les journalistes. Voilà, c'est très bien, on attend de voir parce qu'il y a déjà une mutuelle. Il y a déjà une mutuelle, mais elle va aller au-delà avec l'hôpital. Donc, bravo à toute la liste. Et donc, il faut l'encourager et il faut faciliter la mise en route de son programme. Il faut aussi remercier le ministre de la Communication qui a accompagné tout le processus. Les regardons comme un père qui nous a accompagnés. Et puis, en Afrique du Sud, ils vont lancer le lenacapavir. Donc, c'est un médicament contre le VIH. Exactement. Comme on le voit là, sur l'image, c'est un injectable. Donc, c'est des injections qui seront faites 2 fois l'an. Voilà. En lieu et place des comprimés qu'on prend quotidiennement, les antirétroviraux, là, aujourd'hui, l'Afrique du Sud propose des injections contre le VIH-Sida. C'est une innovation technologique majeure dans le domaine de la santé. C'est porté par un pays africain. Et je pense qu'il faut l'applaudir. Il faut l'applaudir. Et c'est le lieu de rassurer toutes les personnes séropositives. Aujourd'hui, il y a encore une amélioration pour vous, pour tout le monde, pour toute la communauté scientifique, pour toutes les populations. Au lieu de prendre des comprimés tous les jours, vous aurez aujourd'hui la possibilité bientôt, je pense qu'on aura ce traitement-là bientôt en Côte d'Ivoire, voilà, vous aurez la possibilité d'avoir des injections 2 fois l'année. Je pense que c'est à saluer. Parce qu'il faut quand même saluer aussi les progrès qui se font en matière de lutte contre le VIH dans Côte d'Ivoire. Nous avons un vrai recul. On est passé d'environ 3 à 4% à 1,7% actuellement. Donc, les campagnes de sensibilisation portent du fruit. Et je pense qu'il faut aussi regarder du côté des traitements. Il faut continuer à lutter contre la stigmatisation des malades, des personnes vivant avec le VIH. Et c'est à saluer. Vous l'avez dit, c'est à saluer. Merci donc au ministre de la Santé pour ses efforts et au président de la République, Alassane Ouattara. C'est ce jeudi 11 juin que démarre la Coupe du Monde. Exactement. Mais dimanche, pour les éléphants de Côte d'Ivoire, je pense qu'on a une belle brochette d'éléphants qui pourront faire sensation, qui pourront faire belle figure à la CAN. Pardon, au mondial. Voilà. C'est-à-dire qu'on rêve beaucoup de la CAN, mais aujourd'hui, là, on est au mondial. Et il faut y croire. Il faut y croire. Peut-être qu'on aura la victoire là-bas aussi. Pourquoi pas? Il faut y croire, il faut y croire, il faut y croire. Et je pense qu'on a les éléments, on a vu la belle prestation des éléphants de Côte d'Ivoire face à la Grande France. Face à la Grande France. Et on se souvient quand même que tous les matchs amicaux ont été remportés par les poulains de MS Fayet. Donc, je pense qu'il faut les applaudir, il faut les encourager, il faut y croire, il faut se mettre en orange, il faut les applaudir. Et puis, on se souvient de leur arrivée impressionnante sur les bases, habillés en tout blanc avec une veste orange. Voilà. Tout le monde a aimé, ça fait la vague, on en parle sur les réseaux sociaux. Donc, je pense qu'il faut maintenant démontrer sur le terrain. Il faut démontrer sur le terrain. Il faut continuer la belle prestation des matchs amicaux sur le terrain du mondial. Donc, on aura notre mondial à suivre, je pense aussi, à partir d'ici, de la RTI, voilà, aux États-Unis, au Canada, au Mexique. Donc, il faut faire vraiment un grand bond pour la Côte d'Ivoire qui va affronter l'Équateur. C'est ça. Merci beaucoup, docteur Topé. Nous envoyons toutes les bonnes vibes, toutes les bonnes ondes à nos éléphants de Côte d'Ivoire. Et c'est ici que nous allons mettre un thème à cette revue de presse. Merci de l'avoir suivi. Nous passons le relais à Renaud. Allez, merci mesdames, merci pour ce relais. Je prends le bal, et la balle plutôt au bon, pour continuer à dérouler notre conducteur de ce jour. Et puis, vous avez dit quelque chose d'intéressant concernant le vaccin contre le VIH. Exactement. Franchement, ça va venir mettre fin aux souffrances de nombreux malades à travers le monde. Voilà, c'est des injections 2 fois
l'année. Oui, ça part du continent avec l'Afrique du Sud. Bien sûr. Initie cette dynamique. C'est une fierté pour l'Afrique. Oui, parce qu'aujourd'hui, le seul traitement véritable, ce sont les antirétroviraux, des traitements, des comprimés tous les jours. Donc, si on peut venir soulager les malades, ce sera vraiment intéressant. Et puis, merci pour les éléphants aussi. On démarre le 15 dans la compétition. Bien sûr, à nos maillots, tous à nos maillots. Oui. J'espère que vous avez vos maillots. En tout cas, on sera derrière les éléphants pour les pousser jusqu'au bout. Et puis, on espère avoir la victoire finale. Allez, merci, mesdames. Et puis, bonne journée. Merci. Allez, nous, on continue. On vous l'a dit aujourd'hui, on est mardi. Vous le savez, les mardis, toutes les rubriques qu'on a dans cette émission, parmi lesquelles il y a bien évidemment la rubrique fact-checking. Fact-checking, aujourd'hui, ce sera avec Mister Tahirou Kabirou. Venez, très cher. Et avec vous, bien évidemment, on va essayer de démêler le faux du vrai. On y va directement. Pour parler des sujets qui nous intéressent aujourd'hui. Et bien évidemment, avec l'aide de la régie, on va y aller pour dérouler notre conducteur de ce jour concernant la rubrique fact-checking. Okay. Tahirou, bonjour. On démarre avec vous, oui, bonjour, avec cette information qui a été diffusée à profusion sur les réseaux sociaux. Effectivement, comme on l'a dit, il y a une information qui a circulé dans un groupe WhatsApp dans laquelle il est dit que le cheikh Ayman Ousmane Diakité, président le guide suprême de la communauté musulmane, a été enlevé. Donc, cette information a circulé dans le groupe et ça a posé beaucoup d'inquiétudes. Donc, on a décidé de travailler sur la vérification. Donc, quand on a une information de ce genre-là, la première chose à faire déjà, c'est de contacter d'abord l'institution de la personne concernée déjà. Donc, on contacte le COSIM déjà, pour savoir est-ce que le cheikh, le guide de la communauté musulmane est là ou pas. Donc, d'abord, on nous confirme qu'il est vraiment présent. Donc, premier réflexe. Premier réflexe déjà. Ensuite, on vérifie si c'est canaux officiels. Est-ce que le COSIM ou autre institution qui est liée à la communauté, on vérifie est-ce qu'il y a une publication qui est en lien avec lui. Et on a fouillé, on a retrouvé qu'il a reçu en audience, c'était bien avant la fête du Tabaski, il a reçu en audience le ministre des Ressources animales et halieutiques concernant la fête, la disponibilité des bétails. Donc, on l'a vu dans une vidéo, ils ont même publié sur la page. Cela prouve que c'est vrai. Donc, ça, c'est les petits réflexes qu'il faut avoir. On peut pousser un peu plus loin à vérifier si les images sont vérifiées à travers certains outils. Mais après, les prochaines fois, on va vous montrer les outils qu'on peut utiliser pour vérifier. Bon, et je vois sur l'image qu'ils ont mis le nom de Constant Kokora de RTI Info. J'imagine qu'il n'a rien à voir avec cette information. Voilà. C'est même une réflexe aussi à avoir aussi. Est-ce que Constant Kokora a publié cette information? Donc, on va également sur les pages de Constant Kokora et on vérifie. On peut même le contacter. Est-ce que tu as publié cette information? Parce que généralement, les gens qui font la fausse information, ils se basent sur la crédibilité de certaines personnes. Et puisque cette personne a une crédibilité, on dit s'il a dit, c'est que c'est vrai. Raison pour laquelle on attribue cette information à cette personne. Souvent, on attribue cette information à la RTI, souvent à la AIP, souvent à d'autres médias qui sont plus crédibles. Bon, on est victime de notre crédibilité. Malheureusement. Constant Kokora, à qui on passe le bonjour, de RTI Info. Ce n'est pas lui qui a publié cette information. Non, ce n'est pas lui qui a publié. Allez, et le cheikh Ayman il est bien là, il n'a pas été enlevé. Il est bien présent, il est tout le matin à son bureau. En tout cas, le cheikh à qui on passe le bonjour aussi. Et puis, bonjour à tous les membres de la communauté musulmane qui rentrent pour certains de la Mecque. Les retours ont déjà débuté. Allez, autre information qui nous intéresse aujourd'hui dans ce fact-checking, eh bien, c'est celle-là relative à un communiqué officiel du ministère des Affaires étrangères. Oui, effectivement, comme on l'a dit, comme on a une recrudescence de certains communiqués qui sont falsifiés afin d'attribuer ces communiqués au ministère des Affaires étrangères. Les communiqués notamment concernent les affaires qui sont de nature diplomatique. Donc, ce communiqué-là nous dit que la Côte d'Ivoire décide de ne pas participer aux festivités de la CEDEAO cette année. Donc, on a cette information déjà. Le premier réflexe, comme il a dit tout à l'heure, d'abord vérifier les sources qui sont citées. On dit que c'est le ministère des Affaires étrangères qui a donné cette information. On va d'abord vérifier est-ce que le ministère a fait un communiqué officiel. Ça, c'est une chose qu'on vérifie, on ne trouve rien sur les pages de l'étranger. Une autre réflexe simple pour ceux qui ne sont pas experts. Nous avons tous Google dans notre portable. Donc, on tape sur Google, communiqué du ministère des Affaires étrangères sur tel aspect, comme le titre le dit, et on vérifie si Google va nous retrouver cet aspect-là. Et ça, on ne retrouve rien en plus. En plus, pour aller plus loin, comme c'est du fact-checking, le fact-checking, on est obligé de pousser plus loin. Donc, on contacte le service de communication du ministère des Affaires étrangères pour savoir est-ce que vous avez donné une information de ce genre. Et ils nous confirment que ce n'est pas vrai. Donc, cela prouve que c'est faux. Et puis, en plus encore, le communiqué est
taper testellement sur Facebook. Oui. Pour un pays sérieux comme la Côte d'Ivoire, un ministère sérieux va faire un communiqué à travers les tests Facebook. C'est un communiqué en bonne et due forme et signé par un responsable du ministère de la Communication, du ministère des Affaires étrangères, notamment, j'ai plus souvent l'adressé à la communication le plus souvent. Donc, vraiment, c'est à ça qu'il faut avoir. On ne peut pas faire des communiqués en écrivant sur Facebook directement. Pas possible. Oui, justement. Et donc, on va revenir sur la démarche de vérification que vous avez énumérée pour vérifier un document pour les nuls. Ceux qui ne sont pas du tout experts, on va le rappeler. D'accord. Donc, comme on l'a dit déjà, quand on a l'information, ils vont citer la source de l'information où la personne est incriminée. C'est cela. Il faut d'abord aller vérifier sur les canaux de la personne concernée ou l'institution concernée. Est-ce que ça a été dit ou pas? Ça, c'est une première chose à faire. Autre aussi, il faut aller sur une recherche Google simplement. C'est cela. On tape le titre de l'information. Qu'est-ce qui ressort? Parce que quand l'information est déjà sortie, les médias relaient, notamment quand ça concerne la Côte d'Ivoire, RTI Info, généralement relaient. Et on regarde, est-ce que ça existe à quelque part? On ne retrouve rien déjà. Ensuite, on peut dire peut-être que, s'ils n'ont rien dit, que ça reste en interne. On contacte le service communication de l'institution ou la personne concernée même pour lui dire, est-ce que tu as fait cette information vraiment? Et la personne te confirmera si c'est vrai ou faux. Parce que c'est la personne qui connaît mieux sa personne et il peut répondre. Toi, en tant que fact-checker, du moment que la personne concernée dit non, tu as déjà une crédibilité qui te dit que ce n'est pas toi la source de cette information. Ça, c'est la chose basique qu'il faut avoir. Et aujourd'hui, donc, vous ne pouvez plus dire que vous ne savez pas comment vérifier une information que vous voyez sur les réseaux sociaux. Mr. Tahirou vient de nous donner les clés pour pouvoir faire les vérifications et surtout ne plus être trompé par tout ce que vous voyez sur le net, car comme le dit le grand Fernand Dédé, tout ce qui est sur le net n'est pas toujours net. Merci. Allez Tahirou, merci infiniment. Nous allons marquer une petite pause qui se veut informationnelle parce que vous le savez, à partir de 6h30, on a le flash d'information et aujourd'hui, celle qui va s'y coller, c'est Coralie Corré. Avec elle, ce sera 15 minutes de pure information et juste après, on se retrouve pour continuer à dérouler les lignes de notre conducteur de ce jour. Merci d'être avec nous. Mesdames et messieurs, bonjour. Eh bien, en début de période, on observera le renforcement des nuages dans le centre du pays, accompagné de pluie et par moments d'orage. Le sud du pays sera également sous un temps nuageux avec de faibles pluies par endroits. Partout ailleurs, le temps sera partiellement nuageux. Comme température prévue la matinée, 23 degrés observés à Abangoro, Abidjan, Adiaké, Bondoukou, Bouaké et Bouna. 22 degrés à Bondiali, 23 degrés pour Daloa, 21 degrés à Dimbokro, 23 degrés dans les villes de Gagnoua, Guiglo, Kong, 24 degrés pour Korgo, 23 degrés à Mont, 22 degrés pour Odiene, 23 degrés à San Pedro, 24 degrés à Sassandra et Séguéla, 23 degrés observés à Soubri, Tabou et Tiasali, 24 degrés à Touba et 23 degrés à Yemsoukro. Eh bien, l'après-midi, dans le sud forestier et le littoral du pays, des formations nuageuses seront observées, suivies de pluies accompagnées d'orages. En milieu ou en fin de période, les régions de l'Est et du Nord seront affectées par de la pluie et des orages. Le reste du pays sera nuageux avec des moments de pluie. Comme température prévue l'après-midi, 31 degrés pour Abangoro et Abidjan, 32 degrés à Adiaké, 33 degrés observés à Bondoukou, Bouaké, Bouna, Bundali et Daloa, 34 degrés à Dimbokro, 33 degrés pour Gagnoua, 32 degrés à Guiglo, 33 degrés à Kong, 31 degrés pour Korgo et Mont, 33 degrés à Odiene et San Pedro, 31 degrés à Sassandra et Séguéla, 32 degrés à Soubri, 33 degrés à Tabou, 32 degrés pour Tiasali, 31 degrés à Touba et 32 degrés à Yemsoukro. Merci de nous avoir suivis pour ce deux programmes à tous.
Bonjour à toutes et à tous. Nous démarrons ce 6h30 avec l'audience accordée par le vice-président de la République au ministre sénégalais de l'intégration africaine, des affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur. Cheikh Niang portait un message du président Bassirou Diomaye Faye destiné au chef de l'État, Alassane Ouattara. Le Sénégal est venu solliciter le soutien de la Côte d'Ivoire à sa candidature au poste de président de la commission de la CEDEAO. Herman Guivet. Le Sénégal, candidat au poste de président de la commission de la CEDEAO, Cheikh Niang, ministre de l'intégration africaine, des affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, reçu par le vice-président de la République, Timoko Mélié Koné, en audience. Il est porteur d'un message du président de la République du Sénégal, son Excellence Bassirou Diomaye Faye, destiné au président de la République, Alassane Ouattara. L'objet de cette visite était donc de venir lui remettre ce message qui venait annoncer de façon formelle la candidature du Sénégal en la personne du général Birame Diop, ancien ministre des Forces armées, au poste de président de la commission de la CEDEAO. Nous avons eu l'occasion de dire au vice-président toute l'estime du président Diomaye Faye à son frère et ami Alassane Ouattara, mais aussi de dire que le Sénégal compte encore sur le soutien de la Côte d'Ivoire pour la confirmation de la décision qui a été prise par le gouvernement sénégalais de proposer à la conférence des chefs d'État donc le candidat Birame Diop, le général Birame Diop, qui est une forte personnalité au niveau du Sénégal, qui a eu un parcours extrêmement élogieux, qui a eu un parcours national extrêmement fort, mais aussi à l'international. C'est quelqu'un aussi qui a joué un grand rôle, en tout cas dans beaucoup de processus. Il a été, par exemple, le conseiller militaire du secrétaire général, n'est-ce pas, au niveau de l'Organisation des Nations Unies. C'est quelqu'un qui s'est beaucoup investi sur les questions de paix, sur les questions de mission de paix. Donc c'est vraiment le candidat idéal que nous avons actuellement dans un contexte ouest-africain où nous nous trouvons à la croisée des chemins. Nous avons beaucoup de challenges actuellement avec tout ce qui s'est passé dans cette session qu'on a eue au niveau de la CEDEAO, mais aussi des développements qui sont en cours. Et nous pensons que la qualité, n'est-ce pas, de l'homme que nous allons présenter va permettre, en tout cas à notre sous-région, à la CEDEAO, de retrouver toute sa vigueur pour faire face à tous ces défis auxquels nous faisons face. Occasion pour le ministre de l'intégration africaine, des affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, Cheikh Niang, de saluer l'excellence des relations de coopération qui existent entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire, mais également de se réjouir du soutien accordé par la Côte d'Ivoire à la candidature du Sénégal au poste de président de la commission de la CEDEAO dès l'annonce de cette ambition. Prenons la direction de Grand Laou où pendant des décennies, pêcheurs et riverains de cette cité balnéaire ont vécu avec une embouchure ensablée, des quais inexistants et le sentiment d'être oubliés. Ce lundi, à l'occasion de la Journée mondiale des océans, le Premier ministre Robert Begré-Mambé a présidé à Brafedon la remise officielle de la nouvelle embouchure et des quais d'embarcation. Un geste fort qui allie développement des communautés côtières et engagement pour la préservation de notre littoral. Le point d'Abdoulaye Koné et Adama Kéré. Grand Laou, ce lundi 8 juin 2026, la Côte d'Ivoire célèbre la Journée mondiale des océans dans un cadre exceptionnel. C'est ici, à Brafedon, que le Premier ministre Robert Begré-Mambé a présidé une cérémonie doublement historique, la commémoration de cette journée internationale et la remise officielle de la nouvelle embouchure ainsi que des quais d'embarcation de Grand Laou. Premiers concernés par ces travaux, les fils de Grand Laou parlent d'une seule voix. Du chef du village au responsable de la communauté des pêcheurs, c'est un même soulagement qui s'exprime. Nous avons vu que notre embouchure qui était chaque année, il y avait des pertes en vie humaine, des pertes matérielles. Aujourd'hui, on peut amortir la mer tranquillement et savoir qu'il faut pêcher normalement. Donc vraiment, c'est où de soulagement et dire merci au gouvernement pour tous ces bienfaits. C'est une joie, une grande joie qui anime déjà toute la population de l'Oupanda. Puisque on n'avait pas pensé qu'aujourd'hui, on allait voir sortir de ce cadre. Vraiment, on dit déjà merci au président de la République qui
à faire de mains et pieds pour que vraiment Laou Panda sorte aujourd'hui de l'ordinaire. Premier magistrat de la commune, le maire de Grand Laou mesure mieux que quiconque ce que représente cette journée pour ses administrés. C'est avec un profond soulagement et une grande satisfaction qu'à vos côtés, nous recevons ce grand ouvrage qui est pour nous bien plus qu'un chenal d'accès à la mer. C'est la renaissance du site emblématique de Laou Panda. Ministre de l'Environnement, Abou Bamba, a insisté sur la dimension écologique de ces aménagements, au-delà de leur portée économique et sociale. Le gouvernement du Premier ministre Robert Brimambé, avec à sa tête le président de la République, ont résolu un problème de 56 ans en 2 ans seulement. Ce projet traduit une vision claire: protéger les populations, restaurer les écosystèmes et renforcer la résilience de nos territoires face au changement climatique. La nouvelle embouchure que nous inaugurons aujourd'hui constitue l'une des réalisations emblématiques de cette vision du chef de l'État. Elle représente bien plus qu'un simple ouvrage hydraulique ou de génie civil. Elle est une réponse concrète aux préoccupations des populations. Notre ambition ne s'arrête pas à Grand Laou. Elle s'étend à l'ensemble des 566 km de littoral ivoirien. À travers le programme Côte d'Ivoire Bleue, doté d'un investissement de 378 millions de dollars, soit 208 milliards de francs CFA, nous entendons bâtir une économie bleue, forte, inclusive et durable. La dimension internationale de cette cérémonie s'est illustrée par la présence de plusieurs ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire, notamment ceux des Pays-Bas, d'Espagne et de Belgique. La Banque mondiale est revenue sur l'importance stratégique de cet investissement pour toute la sous-région. Monsieur le Premier ministre, il y a presque un an, j'avais amené tout le leadership du groupe de la Banque mondiale à Grand Laou. Parce que les travaux que nous avons pu réaliser avec vous à Grand Laou, nous sommes présents dans presque 9 pays qui ont pu bénéficier des travaux de WACA, mais les innovations qui ont été faites pour le cas de la Côte d'Ivoire, Excellence Monsieur le Premier ministre, sont sans précédent. Grâce à ça, près de 60 000 personnes sont désormais protégées et pourront bénéficier directement ou indirectement de ces investissements. La peur de l'océan s'estompe et les familles peuvent à nouveau regarder l'avenir avec confiance. Dans une ambiance de fête et de fierté retrouvée, la cérémonie a réuni autour d'un même idéal des membres du gouvernement, le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel, venu témoigner de l'intérêt de la communauté internationale pour la préservation du littoral ivoirien. Visiblement touché par l'accueil des populations, le Premier ministre a livré un message empreint d'engagement et d'humanité à la hauteur de l'enjeu. Je voudrais tout d'abord me joindre à mes parents de Grand Laou pour dire un grand merci au président Alassane Ouattara. Quand vous avez bien écouté le message du représentant des cadres, quand vous avez bien écouté le maire de Grand Laou, ils n'ont été que les porte-voix des souffrances que nos parents ont connues ici. Quand vous avez bien écouté, alors vous comprenez pourquoi la cérémonie de ce matin est très importante. Comment pourrait-on imaginer que depuis 1970, nos parents soient dans la souffrance? Comment pouvait-on imaginer cela? Il a fallu un homme, un président qui sait écouter la voix de ceux qui souffrent et qui apporte les solutions inattendues. Il y en a qui disaient ce n'est pas possible. Il y en a qui disaient c'est possible, mais. Et il y en a qui disaient on peut le faire. Et le président Alassane a dit on peut le faire. La preuve, il l'a fait. Océan nourricier, océan à préserver, à Grand Laou, la fête se prolonge,
Bien après la cérémonie, une page se tourne et avec elle, la promesse d'un littoral ivoirien réconcilié avec son destin maritime et sa responsabilité écologique. Dans la même journée d'hier, la présidente du Sénat, Kandia Camara, a échangé avec le président du conseil d'administration de la banque italienne UBAE. L'institution financière désire accompagner la Côte d'Ivoire dans sa dynamique de développement. Herman Guivet pour le compte-rendu. La banque italienne UBAE, désireuse d'améliorer ses rapports et son partenariat avec la Côte d'Ivoire, le président du conseil d'administration de cette institution financière, Othman Mohamed Al-Nosri, reçu en audience par la présidente du Sénat, Kandia Camara, à la permanence du Sénat d'Abidjan. Une rencontre orchestrée par l'honorable Aboubacar Soumaoro, député d'origine ivoirienne, siégeant au Parlement italien. La rencontre avec Madame la Présidente du Sénat a été une séance de travail très bénéfique. Nous avons exploré tous les secteurs d'activité dans lesquels nous pouvons investir ou accompagner la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous sommes capables de pouvoir accompagner cette Côte d'Ivoire-là et de pouvoir aussi aider à développer certains secteurs qui sont pour nous des secteurs clés. Nous allons faire une autre visite. Cette fois-ci, nous sommes juste venus rencontrer les autorités et pouvoir présenter ce que nous faisons en tant que banque à l'international. Nous allons continuer justement à accompagner la Côte d'Ivoire parce que nous avons vu le potentiel de cette Côte d'Ivoire-là et aujourd'hui, nous sommes convaincus, après l'échange avec la présidente du Sénat, que c'est un bon choix, c'est une bonne opportunité. Nous avons compris qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est face à un gros défi, un challenge économique et ce challenge-là, nous pouvons ensemble le relever et continuer donc à travailler pour la rendre encore plus prospère. En perspective, la banque italienne UBAE envisage de s'implanter en Côte d'Ivoire et couvrir plusieurs autres pays africains depuis cette base. Plus de 2000 mamans du Bas-Sassandra, précisément de San Pedro et de Fresco, ont été célébrées par le vice-premier ministre, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, leur a offert des cadeaux à l'occasion de la fête des mères et vous allez le voir dans ce reportage de Sam Conan. San Pedro, place Ado. Les mamans ont pris possession de cette place mythique avec chants et danses pour manifester leur joie et reconnaissance à leur donateur, le vice-premier ministre Téné Birahima Ouattara, qui offre à chacune d'elles un complet d'épargne. Nous remercions vraiment le vice-premier ministre pour tout ce qu'il a fait pour les femmes de San Pedro. Si vous avez vu que la fête a été belle, c'est tout simplement, il y a un homme, un grand homme. Les mamans de Fresco ont reçu plus de 1000 complets d'épargne. Messieurs les parrains, votre présence à nos côtés est pour nous un grand encouragement. Je ne cesserai jamais de le dire devant les parents. Pourquoi vous priez pour lui, le vice-premier ministre? Aujourd'hui, si on arrive avec des cadeaux encore, parce qu'il y a quelqu'un qui a décidé de m'aider. Les mamans de l'hôpital de Fresco et celles des autres localités n'ont pas été oubliées. Elles reçoivent également chacune un complet d'épargne. Dans l'actualité internationale, en Ouganda, Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, salue la gestion de l'épidémie d'Ebola qui s'est propagée depuis la République démocratique du Congo voisine. Alors que la RDC compte déjà plus de 500 cas confirmés, l'Ouganda a jusqu'ici limité la transmission à 19 cas et 2 décès. L'OMS attribue ce résultat à des mesures prises dès les premiers jours et qui ont permis au pays d'éviter une flambée de l'épidémie. Et puis, vous le savez, chaque jour nous rapproche du Mondial 2026 qui va se dérouler aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Un grand rendez-vous sportif que le groupe RTI vous propose de suivre sur la 3, Radio Côte d'Ivoire et RTI Play. Merci d'avoir suivi ce point info. Je vous souhaite un magnifique mardi. Matin bonheur avec Renaud continue sur RTI 1. Allez, merci à Coralie Corée. Je viens de déposer mes bagages à côté de toi parce que je vais présenter Infotrafic dans quelques petites minutes. Ça va, Coralie? Ça va bien, merci. Super. Nous, on est très heureux de t'avoir aujourd'hui avec nous. Et puis, merci pour toutes ces informations qui nous ont permis de faire le tour du monde. C'est moi. Bonne journée. Merci. Et puis, on se retrouve? On se retrouve vendredi. Vendredi. Donc, dans l'intervalle, ce sera Martha Kissi, mercredi et jeudi. Allez, bonne journée, Cora. Merci. Nous, on est toujours avec vous et on va vous permettre, bien évidemment, de savoir comment sortir de chez vous et circuler sur les différents axes du district d'Abidjan. Ce sera dans Infotrafic.
Et pour Infotrafic, la première destination sur laquelle va nous conduire la régie, ce sera laquelle? Aboubacar, c'est bien Bingerville, qui se trouve à Bingerville, où il va nous dire comment circuler dans cette partie du Grand Abidjan. Bonjour Aboubacar. Bonjour Renaud. Comment ça va? Bonjour à tous les téléspectateurs. Allez, les téléspectateurs te saluent aussi. Dis-nous tout. Alors, je suis au niveau du carrefour Fêtette d'Ingerville ce matin. Okay. À l'heure actuelle, la circulation est très dense de notre côté. Le trafic est saturé. Une forte affluence des véhicules à constater sur l'axe principal. Le carrefour est totalement pris d'assaut. Le boulevard Dominique Ouattara entièrement bouché. Les taxis intercommunaux font déjà la navette pour mener à bien leur activité commerciale. Les vendeurs ambulants sont également sur les lieux pour présenter leurs marchandises aux usagers. Les bâtards, quant à eux, sont déjà à l'œuvre et sortent de la zone avec beaucoup de difficultés majeures. Certains veulent forcer le passage en empruntant les extrémités, ce qu'il faut éviter d'ailleurs, afin de réduire le risque d'accident. Le coût du transport est jusque-là normal. Pour cette matinée, il est 300 francs. La liaison Riviera à ici. Cette situation risque d'être évolutive en fonction du niveau surtout de l'embouteillage. Alors, toute cette mobilisation de véhicules entraîne un ralentissement de la circulation avec quelques temps d'arrêt. Et pour ceux donc qui vont dans la direction de la cité Marina, ils peuvent passer par l'avenue Poissy-Lambert. Mais la sortie de l'axe reste difficile, même constat du côté du pôle scientifique. Par contre, les usagers qui vont dans la direction de l'avenue Kémogo circulent sans difficulté pour ne pas donc être en retard au boulot ce matin. Il faut anticiper et vite sortir. Quant aux automobilistes, faites preuve de patience, surtout sur cet axe. Respectez les distances de sécurité, les feux tricolores, pour éviter toute forme d'incident. Voilà tout, c'est tout pour Benjamin ce matin, Renaud. Allez, merci à Aboubacar. Et puis, on va ajouter que tout à l'heure, elles l'ont dit, dans l'intégrale de la revue de presse avec les travaux au niveau du carrefour CIE, eh bien évidemment, on imagine que ça ralentit encore le trafic au niveau de Bingerville. Allez, on part pour une autre destination. On est à Djamé. On retrouve notre très cher Barry qui va nous dire comment ça se passe pour circuler à Djamé ce matin. Allô, bonjour Barry. Oui, bonjour Renaud Phobia. Comment ça va? La Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire te salue, frère. Dis-nous tout. Oui, je suis en direct donc du pont Ferreil d'Adjamé, ce pont qui surplombe l'autoroute du Nord. Oui. À cette heure, le trafic est particulièrement dense dans le secteur. En contrebas du pont, sur l'autoroute, les véhicules avancent lentement. Les ralentissements observés sur plusieurs centaines de mètres et la file continue même de s'allonger. Par conséquent, les usagers en provenance de Makassi rencontrent également des difficultés au niveau donc de la bretelle d'accès à l'autoroute. L'insertion des véhicules se fait lentement et demande beaucoup de patience. Par ailleurs, la forte présence de motocyclistes complique davantage les déplacements. Beaucoup se faufilent entre les véhicules à la recherche d'un passage, ce qui oblige les automobilistes à redoubler de vigilance. Sur le pont Ferraille lui-même, la circulation reste dense, mais elle continue d'avancer. Toutefois, si le flux de véhicules augmente encore dans les prochaines minutes, la situation pourrait rapidement se dégrader. Nous invitons donc les conducteurs à garder leur distance de sécurité, à éviter les changements brusques de voie et à faire preuve de patience. Voilà donc pour la situation du trafic au pont Ferraille d'Agabé, ici Renaud. En tout cas, merci à Aboubacar. Et puis, on retient qu'il faut faire attention. C'est ce qu'on va relayer comme information de ce que nous a dit notre très cher Boubacar Barry. Allez, on continue à dérouler les pages de notre conducteur. Et à présent, on va s'intéresser à la rubrique environnement, car il faut le savoir, chaque jour, ce sont des milliers de tonnes de déchets qui sont produites en Côte d'Ivoire. Si ces déchets représentent un véritable défi environnemental, eh bien, elles peuvent constituer une source de richesse et de production d'emplois aussi. Et on va parler de tout ceci avec M. Évrard Guéhi. Il est expert en recyclage et économie circulaire. Et il est aussi président fondateur de l'ONG La Terre ne trahit jamais. C'est juste après ceci. Les pluies s'intensifient, les risques aussi. Inondations, effondrement d'immeubles, occupation anarchique des zones à risque. Quelles dispositions les autorités ont-elles arrêtées pour protéger les populations? Ce mardi 9 juin 2026 à 20h50, en direct sur RTI 1, suivez le débat sur le thème Saison des pluies, dispositions arrêtées. Experts de l'urbanisme, de l'assainissement, de la protection et du génie civil répondront à toutes vos préoccupations. Présentation, Hamza Diaby. Un rendez-vous à ne pas manquer sur RTI 1. Allez, M. Évrard Guéhi, qu'on va accueillir maintenant. Venez. Le président fondateur de l'ONG La Terre ne trahit jamais. Bon, j'imagine que vous avez fait des investissements au village qui ne vous ont pas trahi aussi.
Hein? D'où le nom de l'ONG. Allez-y un peu au milieu, juste au milieu, voilà. Comment ça va? Ça va, merci. Super, hein? On est très heureux de vous recevoir pour parler de ce sujet ô combien important. On le sait tous, hein, les ordures jonchent toutes les rues du district d'Abidjan. On l'a vu récemment avec le message du président de la Nation relayé par le ministre Amédée Kouakou qui avait donné 72 heures aux opérateurs du secteur pour pouvoir débarrasser Abidjan de toutes ces ordures. Ordures qui, selon vous, peuvent représenter une source de richesse. C'est ça. Dites-nous tout. Ok, merci pour l'opportunité que vous nous offrez en ce matin pour parler un peu de cette fin de vie, de ces déchets et la création d'emplois. Oui. D'abord, tout part un peu de la conception, comment on voit ces déchets-là. Oui. Au fait, on parle de déchets, toutes choses qu'on n'utilise plus. C'est cela. Or, la fin de vie de ces choses qu'on n'utilise plus, peut être source de création d'emplois. Je donne un exemple. Je vais à la boutique, j'achète ma bouteille d'eau. Oui. Ce qui m'intéresse, c'est le contenu. C'est le contenu, oui. Une fois que je finis d'utiliser le contenu, cette bouteille-là, on n'a pas l'habitude de la jeter. C'est cela. Alors que derrière cette bouteille, on peut encore faire de belles choses, on peut créer de l'emploi. Aujourd'hui, nous voyons un peu dans nos quartiers, on a des personnes qui font de la précollecte, mais malheureusement, c'est un peu de manière anarchique. Voilà, c'est pas bien fait. Mais ces personnes-là, c'est de l'emploi, au fait. Oui. Au lieu de ne serait-ce qu'aller en bordure des routes, aller tendre la main, en le faisant, c'est de l'emploi qu'ils sont en train de créer. Mais comme il a dit, c'est vraiment mal organisé. Donc, pour dire quoi? Aujourd'hui, avec ce que nous voyons, ou bien on considère comme des déchets, en réalité, c'est une source d'emploi. Aujourd'hui, on met en avant tout ce qui est emploi vert. Donc, pour dire que tout part de la conception, tout part de la manière dont on voit ces déchets-là. Mais justement, vous avez mis les pieds dans le plat. Hein. Donc, selon vous, quel est aujourd'hui le véritable problème lié à la gestion des ordures ménagères, surtout, qu'il faut solutionner? Ok, le véritable problème, c'est d'abord le tri à la source, au fait. Oui. Voilà, malheureusement, dans nos ménages, malheureusement aussi, cette éducation, on ne l'a pas vraiment reçue. Voilà, on l'a pas. Est-ce qu'on l'a commencé même d'abord? Bon. on va commencer très bientôt. Oui. Et on a déjà commencé à de belles initiatives aujourd'hui. Pas mal de structures, pas mal d'organisations essaient quand même de mettre en avant le tri des déchets. Donc on se dit qu'aujourd'hui, avec ce que nous sommes en train de faire... Oui, on l'a en illustration ici, vous parlez du tri. Hein, tri des voilà, déchets. Donc séparer les ordures selon leur origine. Oui, c'est ça. Donc, comme il le disait, pas mal d'organisations aujourd'hui sont en train ont initié un peu le tri des déchets. Et dès lors où les populations, ou depuis les ménages, cette notion de faire le tri des déchets est inculquée, ça évite vraiment pas mal de choses. Mais de façon pratique, là on a vu 3 poubelles en illustration pour les différents déchets. Comment un ménage moyen en Côte d'Ivoire ici peut s'offrir 3 poubelles pour faire ce tri collectif, ce tri-là des déchets? Ok, au fait, on n'a pas besoin de grands moyens pour s'offrir ne serait-ce que ces genres de poubelles. Oui. Entre le placali, le foutou, le riz, les restes de poissons, de viande, comment on peut faire ça? Mais dans un premier temps, c'est de faire la part des choses. On a d'abord tout ce qui est les déchets ménagers et autres, comme vous l'avez si bien dit, les placalis, riz, les restes d'aliments, au fait, qu'on peut mettre de côté. Tout ce qui est plastique, on peut mettre de côté. Aussi, les métaux, on peut également les mettre de côté. Le faisant, on met en avant la notion de tri. Donc, on ne va pas attendre d'avoir une grosse poubelle de couleur jaune, une grosse poubelle de couleur bleue ou bien une grosse poubelle d'une autre couleur pour pouvoir faire le tri. Déjà même, comme il dit, avec les sachets qu'on a à la maison, qu'on utilise, je peux dire à soit ma servante ou bien aux enfants, ce sachet-là, c'est destiné à mettre ne serait-ce que tout ce qui est reste alimentaire. Ce sachet-là, c'est destiné à mettre tout ce qui est plastique. Ce sachet-là est destiné à mettre tout ce qui est métaux. Donc, le faisant, on est en train d'inculquer le tri. Et si demain, on a les moyens, on peut s'offrir maintenant de grosses poubelles pour déjà, si possible, mettre ça devant la porte et faire passer le message au fur et à mesure. Bon, quand on a fini de faire le tri, parmi les déchets, quels sont ceux qui représentent le plus d'opportunités économiques? Ceux qui permettent de gagner l'argent? Bon, il y a l'argent partout. Parle, oui. Voilà, comme on le dit, tout ce qui est cycle de vie du déchet, toute la ligne, il y a de l'argent. Mais c'est de savoir bien faire les choses.
Pour les déchets, bon, reste des aliments et autres, on peut mettre en avant, faire du compost au fait. Oui. Ouais, on peut faire du compost. Et comme il a dit, on n'a pas vraiment besoin de grands moyens. Ne serait-ce qu'avec un mini-composteur, on peut déjà commencer. Et si je commence avec mon mini-composteur, après, je peux avoir ne serait-ce que, bon, pas d'engrais, mais je peux ne serait-ce qu'avoir le compost et puis commencer avec un petit jardin à la maison, même si ce n'est pas quelque chose de... Mais ne serait-ce qu'un petit pot de fleurs, je mets déjà mon compost là-dedans pour montrer aux enfants ce qu'on peut faire avec ce qu'ils considéraient comme déchets. Ça, c'est le cas des restes des aliments. Mais le mini-composteur dont vous avez parlé, c'est quoi? On le fait de façon artisanale ou bien il faut l'acheter? Non, mais là, le mini-composteur, en fait, pour faire du compost, c'est de bien respecter un peu, si on veut voir comment... bon, lorsqu'on fait du compost, on essaie de superposer les aliments, en fait. Voilà, c'est de bien les respecter et aussi faire le mélange. L'idée, c'est quoi? Permettre à ce que ces aliments-là se décomposent jusqu'à ce qu'on ait vraiment des granulés, au fait. Ouais, ce sont ces granulés aujourd'hui qui nous servent de compost. On le mélange avec ne serait-ce que le sable et autres pour pouvoir donner de la force de l'aliment à notre plante. Donc déjà, comme il l'a dit, c'est quelque chose, même avec 10 000 francs, on peut déjà faire un mini-composteur. Okay. Voilà, il suffit d'aller voir un bon menuisier, lui proposer, voilà, c'est tout. C'est comme des cages, faire des cages, avoir une ouverture. Au fur et à mesure, je verse l'aliment. Je verse l'aliment au fur et à mesure, je superpose. Je mélange jusqu'à ce que tout se décompose. Donc déjà, avec 10 000 francs, même 10 000 francs, c'est un peu trop. Comme il l'a dit, mettre en avant tout ce qui est économie circulaire. On voit aujourd'hui tous ces paillettes, ces planches qui traînent un peu partout. On peut les récupérer, voire un menuisier, même étant à la maison, nous-mêmes, on peut déjà les fabriquer. Aujourd'hui, il y a tous les tutos sur les réseaux sociaux qui permettent de faire tout ça. Mais je vais revenir à une préoccupation que j'avais évoquée tout à l'heure par rapport au tri, question de la régie. Même quand on a fini de faire le tri, ceux qui font la précollecte, eux, quand ils viennent, ils ramassent tout, ils mélangent tout. Bon, au fait, c'est ça un peu notre problème aujourd'hui. Certes, je vais vouloir faire le tri, mais comme il a dit, il faut faire le tri depuis la maison. Voilà, en faisant le tri depuis la maison. Moi, j'ai fait le tri, j'ai respecté le processus comme vous l'avez indiqué. Mais ceux qui viennent après pour ramasser les ordures, eux, ils ne respectent pas ce tri. Oui, mais quand je fais le tri à la maison, l'idée, c'est de revaloriser ou bien ne serait-ce que si j'ai les moyens de faire du recyclage. Donc, je n'ai pas accepté ou bien je ne vais pas mettre ne serait-ce que mes plastiques dehors, je ne vais plus faire le mélange. Si je sais qu'il y a une entreprise ou bien je connais un précollecteur qui s'intéresse au plastique, je préfère aller lui remettre directement. Monsieur Evra, dans la pratique, ça, est-ce que c'est évident? Moi, j'ai fini de faire mon tri, mes ordures, je veux m'en débarrasser. Non, mais ça se fait, au fait. Ça se fait. Plusieurs personnes font le tri. Une fois qu'ils font le tri, peut-être là où il y a problème, ce sont les déchets ménagers. Parce que là, c'est un peu difficile, comme je l'ai dit, pour faire le compost. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils préfèrent mettre ça devant pour que l'entreprise puisse... On a des images que vous pouvez voir de recyclage. On a des pneus usagés qu'on utilise pour faire des pots de fleurs, des tables et tout ça. C'est vraiment intéressant. C'est de ça aussi qu'il s'agit pour la transformation des ordures en richesse. Oui, avec comme on peut le voir avec ces images, ces pneus, en mettant les pneus de côté, déjà j'ai fait le tri. Oui. Et je me dis je peux donner une seconde vie à ces pneus-là. Et là, de manière un peu simple, vous voyez ce pouf qu'on a. On a un pneu, on peut voir ne serait-ce qu'un tapissier, vu qu'à la maison aussi, souvent on utilise des matelas qu'on considère comme déchets. Au lieu de les mettre à la poubelle, on peut les prendre pour faire ces poufs-là. Et c'est aussi simple que ça, mettre ça dans le pneu et ça peut nous servir. Et tout ça, c'est de la création de richesse à partir des ordures. Et quel est le rôle que l'ONG La Terre ne trahit jamais, justement, entend jouer dans cette revalorisation des déchets? Ok, au fait, déjà sur le terrain, nous avions mené pas mal d'activités. Comme il a dit, d'abord, tout part de l'éducation. Voilà, déjà inculquer la notion de tri dans les ménages, dans les écoles. Oui. Donc, nous partons dans les écoles pour déjà sensibiliser ces élèves-là sur faire le tri. Et derrière, comme il a dit, faire le recyclage, ça demande beaucoup de moyens. Ça demande beaucoup de moyens, mais on les emmène à faire de la revalorisation. Et ce que vous avez vu là, les images, c'est de la revalorisation. Vu que le recyclage, il faut des machines, il faut broyer, il faut des moules, il faut pas mal de choses. Or, pour avoir toutes ces choses, on n'a pas les moyens pour ça, mais on peut penser faire la revalorisation. Donc, dans une école où
déjà, on a inculqué cette notion-là aux enfants. On essaie de faire des ateliers, on parle des ateliers récup, où l'enfant vient ne serait-ce qu'avec un objet qu'il considère comme déchet, et derrière on lui dit cet objet-là, voilà ce qu'on peut faire après, voilà ce qu'on peut faire après. Mais est-ce que vous avez des modèles de réussite au niveau de cette économie circulaire, de la transformation des objets en richesse, des ordures plutôt en richesse? Oui, on a des modèles au fait. Comme il a dit, on a commencé en son temps au niveau de Yopougon et ça nous a permis aujourd'hui d'aller vers d'autres horizons en fait. Voilà, on était même dans quelques pays de la sous-région pour partager notre expérience aussi aux plus jeunes. Voilà, au Togo et autres, où on a fait pas mal de choses en Guinée. Par exemple, dans une université, le constat qu'on a fait, c'est qu'il y avait des sachets à l'entrée de l'université et on a pris une équipe d'étudiants. On a fait de la revalorisation, vu que là-bas, ils mettent en avant leur pagne. On a pris ces sachets-là pour faire des trucs, pour faire des sacs. Donc aujourd'hui, on capitalise pour dire au moins des éléments de réussite un peu partout. Éléments de réussite, et on imagine que sur le chemin de cette économie circulaire, là, vous rencontrez de nombreuses difficultés. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez sur le terrain ici? Bon, d'abord, si on veut voir la première difficulté, c'est, comme il a dit, c'est au niveau de... À quel niveau? C'est au niveau même, si on veut voir des personnes, des précollecteurs, en fait. Okay. Voilà. Donc c'est à eux que vous allez adresser le message que vous allez nous envoyer maintenant. Allons-y. Ok, le message que je veux lancer ce matin, c'est d'abord de mettre en avant le tri des déchets. Certes, aujourd'hui, il y a pas mal de structures, pas mal de familles qui s'adonnent au tri des déchets, mais malheureusement, comme vous l'avez si bien dit, une fois que ça se retrouve au niveau de la poubelle, au niveau de ces grosses entreprises qui font la précollecte, rien n'est respecté. Malheureusement, tous ces déchets encore se retrouvent à la décharge. Et là-bas encore, certes, il y a on parle des guideurs qui y sont, mais derrière, il y a vraiment un gros travail qui est vraiment très fatigant. Donc l'idée, c'est de vraiment demander aux autorités de voir... Et là, vous allez regarder votre caméra pour le dire. Voilà, je demande aux autorités de... Déjà, je salue un peu tous ces efforts qui sont faits, mais il reste encore beaucoup à faire. Voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui, pas mal de structures font de la sensibilisation sur le tri des déchets, mais le problème est qu'une fois que le tri est fait, de l'autre côté, dehors, le tri n'est pas respecté. Donc, toutes ces grosses entreprises aujourd'hui qui sont engagées sur la collecte des déchets, on souhaiterait qu'on ait aussi des camions de tri. C'est possible, on le voit un peu partout en Europe. Il y a des camions de tri, pourquoi pas ne pas avoir également ces camions chez nous? Ça va encore éviter pas mal de choses. Ça va vraiment donner de la joie à nos décharges, vu qu'on n'aura pas tous ces tas d'ordures rassemblés là-bas. Et surtout, ça va nous permettre de gagner de l'argent, parce qu'on l'a dit, ces milliers de tonnes de déchets qui sont produites chaque jour en Côte d'Ivoire, sont de véritables sources de richesse et aussi d'opportunités d'emploi. Bien évidemment. Monsieur Evra Gueye, je le rappelle, président fondateur de l'ONG La Terre ne trahit jamais. Merci d'être venu parler de l'économie circulaire avec nous. Et surtout, merci de nous suivre du lundi au vendredi dans votre émission Matin Bonheur. Allez, on passe par une pub, une page de réclame, et juste derrière, on va recevoir Sandrine Adon. Vous le savez, avec elle, ce sont des cas pratiques qui nous permettent de comprendre les sujets de droit qui nous entourent. À tout à l'heure. Les pluies s'intensifient, les risques aussi. Inondations, effondrement d'immeubles, occupation anarchique des zones à risque. Quelles dispositions les autorités ont-elles arrêtées pour protéger les populations? Ce mardi 9 juin 2026 à 20h50, en direct sur RTI 1, suivez le débat sur le thème « Saison des pluies, dispositions arrêtées ». Experts de l'urbanisme, de l'assainissement, de la protection et du génie civil répondront à toutes vos préoccupations. Présentation, Hamza Diaby. Un rendez-vous à ne pas manquer sur RTI 1. Et c'est reparti avec la caravane Wozo Vacances Yoplait 2026. Chers petits camarades, la caravane Wozo Vacances Yoplait 2026 démarre sa grande tournée de présélection à travers la Côte d'Ivoire. Des étapes à l'intérieur du pays et à Abidjan. Daloa le dimanche 7 juin, Odiéné le mercredi 10 juin, Dimbokro le samedi 13 juin, Agnibilekro le mardi 16 juin, Agboville le vendredi 19 juin, Abidjan le lundi 22 juin. Venez nombreux faire la fête avec Tata Yann,
et vivre l'aventure Wozo Vacances Yoplait 2026. Wozo Vacances Yoplait, c'est l'expression du talent à l'état pur. Il y a des images qu'on n'oublie jamais. Des groupes devenus iconiques. Des scènes intemporelles. Nous avons toujours été imités, mais jamais égalés. Les générations passent, mais une chose reste intacte. La passion du spectacle. Ces vacances, Variotoscope démarre ses présélections à Danané, samedi 20 juin, Odiéné, mercredi 24 juin, Boaké, samedi 27 juin, Divo, mercredi 1er juillet, Algoville, vendredi 3 juillet. Et nous terminerons dans le district d'Abidjan à Marcory le dimanche 5 juillet. Alors, acteurs de spectacle, soyez prêts. Du lourd vous sera servi. Varietoscope, le spectacle commence avec vous. Varietoscope. À l'attention de tous les groupes participants, le morceau imposé des présélections est Débaou de Ariel Chéné. Apo débat. C'est ça. C'est ready. Ekada. Varietoscope, le spectacle commence avec vous. Allez, nous sommes dans le dernier virage de cette émission et avec elle aujourd'hui, on va s'intéresser à la responsabilité délictuelle et des cas des quasi-contrats. Bon, elle va nous expliquer tout ceci au cours de nos échanges. Sandrine Adon, oui. Comment ça va? Ça va très bien. On va s'asseoir là. Et on va permettre à la régie de nous offrir la transition qui va nous permettre d'arriver à nos échanges. Allez, on se retrouve dans quelques secondes. Comment ça va, docteur? Ça va. Super. Ça va. On a été au concert de notre frère, là. Ou bien finalement, on n'a pas pu partir? Je n'ai pas pu. Je n'ai pas pu. J'ai tout fait. Malheureusement, j'ai eu un dernier souci de santé. Mais ça m'a fait très mal. Bon, c'est pas bien grave. J'ai dû offrir mes tickets. Mais bon, c'est pas bien grave. On va plutôt instruire nos téléspectateurs, comme on a l'habitude de le faire les mardis, sur un sujet. Aujourd'hui, on l'a dit, la responsabilité civile délictuelle, cas des quasi-contrats. Bon, déjà, c'est quoi un quasi-contrat? Alors, on connaît les contrats. Le quasi-contrat, c'est un élément pour lequel on s'engage sans qu'il n'y ait eu consentement. OK. Donc exemple. Exemple, en fait, la loi même prévoit des cas et il y en a 3. Les quasi-contrats sont au nombre de 3. Okay. Donc, on a ce qu'on appelle la gestion d'affaires, le paiement ou la répétition de l'indu, et puis l'enrichissement sans cause qui provient de la jurisprudence. L'enrichissement sans cause, je pense qu'on sait un peu ce que c'est. La gestion d'affaires, c'est un peu se mêler de ce qui ne nous regarde pas. Par exemple, quelqu'un laisse sa chose. Voilà. Quelqu'un laisse sa chose et puis on regarde le truc, on se dit, mais peut-être sa maison veut tomber. Mais comme il n'est pas là, bon, je vais pour embaucher des gens qui vont retaper la maison. Le gars, il t'a rien demandé. Voilà, tu as regardé sa maison, tu dis, ça veut tomber. Exactement. Tu viens mettre ton argent là-dedans. C'est tout à fait ça. Qui t'a envoyé? C'est ça la gestion d'affaires. C'est ça que Sandrine Adon va nous expliquer aujourd'hui à travers les cas pratiques qu'on va vous proposer. Vous savez, c'est comme ça tous les mardis. Tout à fait. Pour permettre de mieux comprendre les sujets qu'elle nous propose. Donc, pour revenir à ce que vous avez dit tout à l'heure, donc le premier cas, c'est celui du voisin trop zélé. Le cas qui arrive très souvent quand même. Bon, quand même, dans nos quartiers, les gens qui aiment s'occuper des affaires, qui ne les regardent pas là. Donc, pendant que son voisin est en voyage, M. Kofi, écoutez bien, fait réparer une fuite sur le toit de ce dernier pour éviter une inondation. Donc, à l'origine, l'intention, elle est bonne. Oui, c'est ça. Bon. Mais, quitte à faire venir les ouvriers, il en profite pour faire poser des tuiles de luxe extra coûteuses sans demander l'avis de personne. Bon, pire, lui aussi, il en fait un peu trop. Pendant le chantier, les ouvriers font tomber une poutre et détruisent la véranda du voisin d'en face. Bon, qui est légalement responsable? Et le propriétaire est-il obligé de rembourser les tuiles de luxe?
Franchement, ça fait beaucoup. Oui, oui, oui. Alors, comme on l'a dit tout à l'heure, pour parler en fait de la gestion d'affaires, qui est un quasi-contrat, donc prévu par la loi, et on le précise, vraiment, on n'invente pas les quasi-contrats, c'est prévu par la loi. Il y en a au nombre de 3. Bon, 2 prévus expressément par la loi, et puis le 3e qui est une construction jurisprudentielle, donc à partir des décisions de justice, qui a fini par s'imposer. Ici, on est en train de parler donc, de la gestion d'affaires. Et la loi prévoit, lorsque volontairement, on gère l'affaire d'autrui, soit que le propriétaire connaisse la gestion, soit qu'il l'ignore, celui qui gère contracte l'engagement tacite de continuer la gestion qu'il a commencée. Ah. Donc, premièrement, on ne vous a rien demandé. Vous êtes levé pour aller entamer ou gérer l'affaire de quelqu'un. Vous êtes tacitement tenu parce que vous vous engagez à continuer ce que vous avez commencé. Et de l'achever jusqu'à ce que le propriétaire soit en état d'y pouvoir lui-même. Si par exemple la personne n'avait pas l'argent et que cette personne ne vous avait quand même rien demandé, vous avez commencé, vous êtes obligé d'aller jusqu'au bout jusqu'à ce que cette personne-là puisse elle-même continuer. La loi est bizarre, hein? C'est vrai qu'on ne t'a pas envoyé. Exactement. Toi-même, tu as commencé. Exactement. Tu es obligé. Donc, tout ce qu'il y a eu comme, on l'a dit, la remplacer, détruire la véranda du voisin et tout ça, exactement. Il est obligé. Oui, en principe. Donc, il doit se charger également de toutes les dépendances de cette même affaire. Et c'est dans ce cas de figure-là, les dépendances de cette même affaire. Il se soumet à toutes les obligations qui résulteraient d'un mandat express qui lui aurait été donné par le propriétaire. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on s'engage à gérer l'affaire d'autrui, on se comporte comme s'il nous avait donné un mandat express de le faire. Parce qu'il ne nous a rien demandé. Mais comme on a commencé, on s'oblige. Et c'est pour ça qu'on l'appelle quasi-contrat. Il y a une obligation qui naît sans qu'il n'y ait eu entente entre nous au départ, mais parce qu'on a commencé, évidemment, on est tenu. Maintenant, le propriétaire de son côté, bien sûr, il a une certaine obligation quand il revient. Il y a des limites. Ici, par exemple, on nous dit qu'il s'engage à réparer. Ce n'est pas mauvais. Si c'était tenu à réparer, dans la mesure de ce qui était normal, il n'y a pas de problème. Mais il a posé des tuiles de luxe. Mais il pose des tuiles de luxe. Où était la nécessité de venir poser des tuiles de luxe? À partir de ce moment-là, il dépasse le simple engagement, bien la simple aide qu'il comptait apporter à l'autre et qui allait obliger le propriétaire à régler. Donc, si le propriétaire doit régler, c'est dans la mesure de ce qui était possible de faire pour la maison. Les excédents, non. Donc, ça veut dire qu'on ne peut plus rendre service alors. Bon, on peut rendre service, mais il a tellement, je ne sais pas si je dois dire, il voulait tellement bien faire qu'il a fait au-delà de ce qui était dû. À partir de ce moment, l'excédent ne revient pas, en fait. Donc, qui doit, déjà pour la question de qui doit remplacer, qui doit rembourser les tuiles, ce n'est pas le propriétaire. Parce que le propriétaire n'a pas demandé à ce qu'on mette les tuiles. Il s'en serait tenu au simple fait de réparer la toiture. Il n'y aurait pas eu de problème. Bon, je sens qu'à partir de ce que vous êtes en train de dire, là, les gens vont même plus savoir que s'ils voient le toit de son voisin qui est percé, c'est son problème. Non, mais c'est vrai qu'il faut faire attention. Oui. Et surtout, la loi prévoit qu'en fait, il est tenu d'apporter à la gestion de la fête tous les soins d'un bon père de famille. Donc, à partir du moment où vous gérez, vous êtes tenu de bien faire. Ce qui veut dire qu'implicitement, il engage sa responsabilité. C'est pas mieux de ne pas commencer. Justement, c'est pour ça qu'on dit que c'est un quasi-contrat. Ce n'est pas un contrat, mais comme vous avez commencé, mais allez jusqu'au bout. Bon. Donc, c'est justement pour ça qu'on parle de responsabilité civile délictuelle également et non de responsabilité contractuelle. Parce que ici, vous engagez votre responsabilité, mais pas sur le fondement d'un contrat, mais de quelque chose que vous avez commencé vous-même. Bon, ça veut dire que, docteur Sandrine Adon, ça veut dire que si on doit rendre service ou on veut rendre service, il faut quand même faire attention. Oui, oui. Hein? En fait, on veut aider. Parce que ça peut nous revenir au visage. Mais en fait, on engage toujours sa responsabilité. Ça, il faut vraiment le retenir. Ça fait un moment qu'on parle de responsabilité, mais il faut savoir que tous les actes qu'on pose engagent toujours notre responsabilité. Maintenant, la limite ou l'étendue de cette responsabilité-là va dépendre des actes que nous on pose et aussi de notre bonne foi ou de notre mauvaise foi. En tout cas, c'était un acte de bonne foi que M. Kofi voulait poser. Oui, mais le fait de décider de mettre des tuiles
quand même d'un certain montant. Là, il a un peu exagéré. Non, il a beaucoup trop exagéré. Donc, il faut gérer l'affaire d'autrui avec les soins d'un bon père de famille, mais dans la limite de ce que l'autre aurait pu faire. Il ne faut pas en faire trop. Maintenant, il engage aussi sa responsabilité vis-à-vis de ce qui, comment on va dire, de ce qui en découle. Par exemple, le sort des ouvriers, puisqu'il y a eu des dommages. Donc, il est tenu, en fait, des dépendances qui en découlent. Puisque c'est lui qui les a engagés. Exactement. Si c'était dans un cadre bien précis, si ça a servi au propriétaire, il pourra se retourner contre lui plus tard pour lui dire que c'est dans l'exercice ou dans le fait d'arranger en griffe ta maison que tout ça s'est produit. Mais pour l'instant, comme c'est lui qui les a engagés, c'est lui qui répond la responsabilité. Finalement, on pourra revenir contre lui s'il prouve qu'il a fait de bonne foi en ce qui concerne cette action. Bon, on a été un peu long sur le premier cas parce que franchement, il fallait vider tout ce qu'il y avait autour. Allez, le cas 2, le virement mystère. Donc, par erreur, une entreprise verse 15 millions de francs CFA sur le compte de M. Diallo, un ancien fournisseur. Ouais. Donc, M. Diallo voit l'argent, ne dit rien et s'empresse de tout dépenser pour régler ses propres dettes. Privé de cette trésorerie, donc l'entreprise doit contacter un crédit d'urgence très coûteux pour survivre. M. Diallo, première question, peut-il garder l'argent sous prétexte que l'erreur vient de l'entreprise? Est-ce que l'entreprise peut lui réclamer de l'argent en plus pour payer les intérêts encourus en tant que dommages et intérêts? D'accord. Pour la première question, est-ce qu'il peut garder? Mais non. C'est pas pour lui. C'est pas pour lui. C'est une erreur. On ne peut pas se prévaloir de l'erreur pour dire qu'on garde. Et c'est justement ce qui en fait aussi le deuxième quasi-contrat. On l'appelle en fait le paiement ou la répétition, le paiement de l'indu ou la répétition de l'indu. En droit, quand on dit répéter, c'est rendre, ou bien refaire. Donc, ce n'est pas le fait de faire refaire la même action. Donc, le paiement de l'indu et la répétition de l'indu. Vu qu'on vous a donné, la loi prévoit par exemple, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû, s'oblige à le restituer à celui de qui il a indûment reçu. On a précisé sciemment ou par erreur. Donc, ça veut dire que M. Diallo, il sait très bien que ça ne lui appartient pas. Donc, je veux dire, même moralement... J'imagine la situation dans laquelle peut-être M. Diallo se trouvait, c'est parce que lui, il a reçu 15 millions, mais ce n'est pas pour toi. Sans en parler, bon, je sais que parfois, le mois est fini il n'y a pas très longtemps, donc il y a des personnes qui reçoivent un virement. Ce n'est pas à vous. Donc, à partir du moment où ça ne vous appartient pas, vous devez simplement restituer à celui qui vous l'a donné, peut-être sans le savoir aussi. Et ici, en principe, la banque le sait, la banque s'en rend compte finalement. Mais M. Diallo, on dit quoi? Il a déjà bouffé il l'utilise. Alors, est-ce qu'il est tenu de rembourser et avec les dommages? Oui, bien sûr. Parce qu'en plus, il a fait de mauvaise foi. Et ça fait que la banque a eu, forcément, il y a eu des intérêts qui ont suivi. Donc, bien sûr, M. Diallo est tenu parce qu'il engage donc sa responsabilité. La loi dit qu'il est obligé, donc il s'oblige à rembourser ou à restituer cet argent-là. À partir du moment où il y a une obligation qu'on ne respecte pas, on engage sa responsabilité, on est tenu de tout, de régler en fait les dommages qui vont en découler. Et si on n'est qu'au plan civil, on n'est pas du tout en train de parler de l'aspect pénal. Parce que pénalement, on sait ce qui peut arriver. On sait très bien que si vous recevez un dépôt, que vous prenez l'argent, on a eu beaucoup d'exemples, les cas de la PLCC, voilà, et tout ça. Donc la PLCC, c'est très aux aguets de tout ça. Donc déjà, au plan pénal, c'est réglé. Mais n'oubliez pas que civilement aussi, on peut vous obliger à restituer et à payer les dommages, des dommages-intérêts qui pourraient en découler. Donc, vous n'êtes pas caché. Ce n'est pas parce que vous n'allez pas en prison, en griffe, que vous êtes exonéré de restituer l'argent et de payer des dommages-intérêts. Donc, faites très, très attention. C'est ce que la bonne foi exige même, d'ailleurs. Vous recevez de l'argent par erreur. En principe, si la loi, les législateurs ont jugé nécessaire de le préciser, parce que, bon, comme le dirait quelqu'un, c'est la mauvaise foi qui est la chose la plus partagée aujourd'hui. Donc, à partir de là, il faut faire très attention à ce qu'on reçoit qui ne nous appartient pas. Et donc, il faut toujours restituer parce qu'on s'oblige derrière. Ce n'est pas votre argent, M. Diallo. Et surtout, il faut noter, comme ça a été précisé dans le cas 2, que M. Diallo était un fournisseur de l'entreprise en question. Bon, est-ce que l'entreprise ne lui devait pas aussi? Ça, on ne le sait pas. Mais après, même quand on doit de l'argent, il ne peut pas utiliser quelque chose. Je veux dire que l'entreprise n'a pas
exprimé le fait que c'était pour le paiement. Pour le paiement, oui. Donc, à partir de ce moment-là, on peut dire, mais non, on ne t'a pas payé pour ça, ou ce n'était pas le montant qui t'était dû. Donc, il ne peut pas se prévaloir de ça non plus pour dire que l'entreprise me devait. Quand on doit, il y a des procédures à suivre pour obtenir son argent. Il y a des modes de paiement qui existent. Même quand on veut faire ce qu'on appelle une compensation ou une datation en paiement, il y a énormément de conditions de contour qui entrent en ligne de compte. Donc, on reçoit par erreur, mais on restitue cet argent-là. C'est ce qu'on appelle la répétition. Bon, on va faire de la fiction. Si l'entreprise devait à M. Diallo, il a reçu l'argent, il ne l'a pas dépensé. Il a conservé sur son compte, mais il refuse de le restituer parce qu'il exige son paiement. Qu'est-ce qu'il doit faire comme procédure? Non, mais il ne peut pas, en griffe, bloquer leur argent sous le prétexte qu'ils lui doivent de l'argent. C'est-à-dire qu'il y a la mise en demeure qui existe pour leur dire qu'il est temps de rembourser son argent. À partir de là, s'ils ne répondent pas, il peut obtenir un titre exécutoire pour faire des saisies. Donc, la procédure de recouvrement des créances existe. Donc, c'est plutôt cette procédure-là qu'il doit suivre pour pouvoir obtenir son argent et non se faire justice lui-même en bloquant un montant qui a été transmis surtout par erreur. Donc là, il restitue l'argent d'abord. Et puis maintenant, voilà. Mais comment il va faire pour récupérer son argent s'il a rendu, s'il a restitué l'argent? Mais s'il restitue, déjà, ça prouve sa bonne foi parce qu'il a reçu indûment quelque chose qui ne lui était pas dû. Imaginons un peu que ce ne soit pas le même montant du tout qu'il a reçu. À partir de ce moment, comment il justifie que c'était le montant qui lui était dû qu'on a transféré? Donc, il faut savoir, c'est possible de faire des paiements par tranche, mais si on doit payer, on va forcément lui dire, monsieur, voici un tel montant qui est intervenu pour votre paiement. Et s'il estime plus tard que j'ai reçu de l'argent, mais comme vous ne m'avez pas dit que c'était pour payer, donc voilà, moi j'ai estimé que ce n'était pas pour payer. Donc, à partir de ce moment, il y a tellement de cas de figure que si c'était pour le paiement, il aurait reçu l'information qu'il s'agissait du paiement. Ici, on a bien précisé que ce n'est pas erreur. Donc, c'est un indu qu'il est obligé de restituer. Et il n'a pas d'argument, en fait. Bon, en tout cas, on a épuisé tout ce qu'il y avait comme cas de figure. Monsieur Diallo, ce n'est pas votre argent, il faut le restituer. Allez, 4-3. Amour, travaux et rupture. Donc, Mme Conan vit en concubinage avec M. Yao dans la villa de ce dernier. Architecte d'intérieur, elle finance et réalise de très beaux travaux qui augmentent la valeur de la maison de 40%. Donc, après une rupture explosive, M. Yao la met à la porte du jour au lendemain sans lui verser un centime. Question. Mme Kona a-t-elle le droit d'exiger le remboursement de ses travaux? Oui. Première question. Si M. Yao l'a manipulé pour rénover sa maison gratuitement, risquera-t-il une condamnation pour faute? Alors, déjà, allons sur la base de la première question. Sur la base de la première question, on avait parlé tout à l'heure de 3 quasi-contrats. On a vu le premier qui est la gestion d'affaires, ensuite on a vu le paiement de l'indu. Ici, c'est ce que tout le monde connaît, l'enrichissement sans cause. Pourquoi? Parce que vous avez obtenu quelque chose, mais sans avoir rien fait. C'est ça. Ici, elle s'est investie financièrement. Oui, dans une maison qui ne lui appartient pas et surtout qui ne sont pas, par exemple, mariés. Si c'était un mariage, on aurait pu penser que c'est le domicile conjugal, donc l'enrichissement il n'aurait pas été sans cause. Mais ici, il n'y a aucun fondement derrière le fait de modifier la maison, de l'aménager, de rendre cette maison-là plus conviviale, plus belle et surtout d'augmenter sa valeur de 40%. 40%, ce qui n'est pas moindre. Donc, il y a eu un grand enrichissement pour le propriétaire et un appauvrissement pour cette personne-là qui a eu à s'investir. À partir de ce moment-là, oui, évidemment, on parle d'enrichissement sans cause. Est-ce qu'elle peut réclamer quelque chose? Évidemment, elle peut réclamer la part qu'elle a eu à investir pour que l'autre s'enrichisse. Au moment de la vente de la maison, au moment soit pas forcément de la vente, puisqu'on sait aujourd'hui que la maison a une valeur qui est supérieure à celle qu'elle avait avant. Donc, cas pratique, si la maison avait une valeur de 20 millions, par exemple. Donc, 40%, on est passé à quoi 4 millions, non, 8 millions. Donc, 28 millions. Donc, aujourd'hui, il lui doit évidemment 8 millions d'abord pour ce qu'elle a investi. Donc, elle peut restituer ces 8 millions dès qu'elle part de la maison. En principe. OK. Plus, si elle le souhaite, pour estimer qu'il y a eu faute de sa part. Pour la deuxième question, est-ce que, par exemple, le fait de l'avoir manipulé, de l'avoir, entre autres, induite en erreur pour pouvoir obtenir quelque chose en retour, si elle estime, si elle arrive à établir qu'il y a eu faute, qu'il y a eu un préjudice pour elle, préjudice matériel en l'occurrence, et lien de causalité entre cette faute-là et le préjudice, elle peut obtenir des dommages intérêts. Mais ce qui est certain, elle peut obtenir la restitution de ce qu'elle a investi pour enrichir l'autre parce qu'elle s'est appauvrie. Et s'il n'a pas les moyens de payer?
Elle aura sa part dans la maison. On ne lui demande pas forcément de vendre la maison, non. Mais il faut qu'il trouve un moyen de rester. Et c'est ça, en fait, le principe de la dette. C'est qu'il y a certains, il doit. Maintenant, à elle de faire comme l'autre, demander un titre exécutoire, des saisies, pouvoir saisir des biens. Est-ce qu'elle peut saisir la maison pour, par exemple, demander sa vente pour se rembourser? C'est possible. Il y a plusieurs formes de saisie. Il y a des saisies conservatoires, des saisies ventes, des saisies attributions. Les saisies sont de plusieurs ordres. Mais si ce n'est que sa seule maison dans laquelle il vit, ça sera vraiment difficile parce qu'on va tenir compte de tout ça, de le faire sortir de la maison pour vendre la maison et tout. Mais on peut mettre une sorte d'hypothèque. Il y a plusieurs mécanismes qui peuvent être mis en œuvre à partir desquels on peut obtenir des moyens. Il peut avoir un salaire qu'on va prélever dans la mesure de ce qui est permis de prélever. On ne peut pas bloquer tout votre salaire. C'est possible. Il y a ce qui est permis, il y a la base que la loi prévoit, puisque c'est une sorte c'est ce qui vous permet de vivre votre salaire. Donc, on ne va pas saisir votre salaire jusqu'à... C'est pas possible. Mais il y a un montant que la loi permet de prélever quand même pour que la personne qui a été appauvrie puisse quand même restituer, retrouver son argent. Et ici, s'il y a quand même de la mauvaise foi, on va trouver le moyen de l'obliger à payer. Il n'y a pas de contrainte par corps. Par contre, on ne va pas le mettre en prison pour qu'il rembourse. Mais en tout cas, la loi va l'obliger. Voilà, par les saisies, par les différentes procédures pour qu'ils puissent restituer peut-être un échelonnement. Ils peuvent s'entendre, en fait. Voilà. En tout cas, donc aujourd'hui, mesdames et messieurs, parce que c'est dans les deux cas, si vous habitez une maison, que vous contribuez à la revaloriser, si vous vous séparez... Oui, mais justement, l'enrichissement sans cause fait partie, en fait, des solutions qui sont prévues ou qui existent en cas de concubinage, à la fin d'un concubinage, pour permettre aux concubins, entre griffes lésés, d'obtenir quelque chose. Mais là, il faut toujours prouver que vous avez investi, en fait. Par tout moyen, il y a les... Bon, comme on n'aime pas trop les preuves écrites aussi, c'est ça notre problème. Mais si vous avez investi, comme dans le cas de la dame, elle n'a pas de reçu, d'achat, de matériel, machin et tout. Comment elle le prend? Elle peut, par exemple, c'est elle qui allait voir les fournisseurs, même si c'est elle qu'on voit au devant. Sur la base des témoignages. Donc la preuve se fait par tout moyen. Il peut y avoir des messages, des éléments qu'elle a dû envoyer. Hier, j'étais sur le chantier. Hier, à partir de ce moment-là, mais on va pouvoir évaluer son investissement. Qui a payé, même si ce n'est pas elle qui a reçu, mais qui a fourni de l'argent. Et comme la preuve se fait par tout moyen, vous pouvez avoir quand même des témoins et des gens pour en parler. Parfois même, peut-être, ça peut être un aveu de l'autre partie. Donc, l'enrichissement sans cause, comme également ce qu'on appelle la société de fait, sont des moyens qui permettent, en cas de séparation des concubins, aux concubins de pouvoir obtenir gain de cause dans certains cas de figure. Mais comme on l'a dit, il faut que vous prouvez que vous avez enrichi l'autre et que vous vous êtes appauvri d'une certaine manière. Mais en tout cas, donc aujourd'hui, on ne pourra pas dire que j'étais dans une relation, on ne m'a pas épousé, ou on n'est pas allé au mariage et puis j'ai tout perdu après parce qu'on a la possibilité. Il y a cette possibilité. C'est vrai que c'est dur parfois à prouver parce que, surtout dans le cas de l'enrichissement sans cause, parce qu'on va se dire que l'autre partie n'avait pas d'argent, l'autre partie n'avait rien. Donc, comment est-ce qu'elle a contribué? Mais à côté, il y a la théorie aussi de la société de fait. Donc, on s'est comporté comme si on était dans une entreprise, on a participé. Et si on n'a pas d'argent, ben, c'était notre apport en industrie, par notre activité dans le ménage qu'on a aidé l'autre à grandir. Donc là, ce n'est plus forcément de l'enrichissement sans cause, mais ça peut être la société de fait. Ce que vous dites, c'est valable aussi pour tous les appareils électroménagers et tout ça qu'on aurait pu acheter. Exactement. Un lit on a acheté, des rideaux qu'on a mis et tout ça. À partir du moment où on a permis, pour le cas de l'enrichissement sans cause, à l'autre de s'enrichir, pendant que nous, ben, on ne gagnait rien, on prouve qu'il y a eu un enrichissement sans cause et puis on peut obtenir quelque chose à la fin de après la séparation. Voilà. En tout cas, bien, Sandrine Adon, merci beaucoup. On avait 5 cas, on n'a pas pu les épuiser tous. On n'en a épuisé que 3. Je pense que la semaine prochaine, avec Thierry Angeval, bien évidemment, vous aurez l'occasion de revenir sur les 2 cas restants. Mais qu'est-ce qu'il faut retenir de ces cas pratiques et surtout de la responsabilité civile délictuelle et du cas des quasi-contrats? D'accord. Alors, ce qu'il faut retenir sur la question de la responsabilité civile délictuelle qui provient des quasi-contrats, c'est que ce sont des situations déjà pour les quasi-contrats dans lesquelles on s'engage parfois volontairement ou involontairement, mais qui nous obligent. On n'a rien demandé à l'autre partie, mais on s'oblige. Et surtout, on engage notre responsabilité. Et on retient qu'il y en a 3. Gestion d'affaires,
paiement répétition de l'indu et enrichissement sans cause, qui bien sûr peut servir pour la rupture des concubins. Ça, je suis sûre que c'est ce que les gens non, mais ça, vont retenir. Retiendront. C'est justement pour ça que j'ai voulu qu'on s'étale là-dessus pour permettre à nos téléspectateurs. Mais ça existe, il y a énormément de jurisprudence ivoirienne dessus. Ne pensez pas que c'est abstrait, ça existe, c'est palpable, il y a des décisions. Donc si vous êtes dans le cas de figure, vous pouvez aller auprès des juridictions, vous pourrez obtenir gain de cause. Mais ce qui est certain, c'est qu'on engage sa responsabilité. Et on va conclure là-dessus, Sandrine Adon, oui. Ensuite, la gestion d'affaires, quand vous vous mêlez de l'affaire des gens, mêlez-vous de cette affaire-là dans des proportions très, très raisonnables. Oui. Même quand vous coupez l'arbre du voisin qui vient vers vous, attention à ne pas casser sa clôture aussi, à ne pas détruire d'autres choses. Que même si vous vouliez rendre service, ça peut se retourner contre vous. Très souvent, faites attention et faites-le dans les règles de l'art. Faites bien aussi. N'allez pas réparer la maison de quelqu'un et la maison va tomber finalement. Donc, faites attention à tout ce que vous faites. Allez, j'espère que vous avez bien retenu tout ce que Sandrine Adon a dit. On était très heureux de vous servir ce numéro de Matin Bonheur. Demain, vous retrouverez Thierry Angeval pour la suite de la semaine. Merci à tous ceux qui étaient en régie en haut, à Gerson Brou qui a dirigé cette équipe. Merci à tous les cadreurs en plateau, Tantia Foué, Ibé, Damé et puis Soro Lydie. L'émission est finie. On peut partir, Soro. C'est elle qui donne le ton pour démarrer. Allez, merci à tous et bien évidemment, restez sur les chaînes du groupe RTI pour le reste de la journée. Bonne journée. Savourez le bon café et le bon chocolat de Côte d'Ivoire. Le café cacao de Côte d'Ivoire, la force des champions.